On m'a dit d'être court. J'ai retenu les noms essentiels. Et je me rappelle que tout les discours d'un président doit être comparable à la robe d'une femme, suffisamment court pour susciter l'intérêt et suffisamment long pour voiler le sujet. Maintenant, place à la saga historique et très bonne soirée à vous tous. C'est dommage que ça finalement c'est Yves qui apparaît toute la journée. S'il y avait eu Jade, c'est elle qui aurait pas. Mesdames et messieurs, nous vous proposons ce soir de retracer l'histoire extraordinaire de cette contrée forgée par Gilda, moine migrant du VIe siècle et par ses successeurs. Elle va vous permettre de mieux percevoir tant les 15 siècles écoulés depuis l'arrivée du saint fondateur que l'architecture exceptionnelle de l'abbatiale millénaire qui se situe devant vous. Saint-Gildas est né vers 493 sur les bords de la Cloud à Dumbarton au sein d'une famille noble. Il est ordonné prêtre à l'âge de 25 ans après de brillantes études au monastère d'Iltud. Il décide alors de rejoindre le continent à l'instar de nombre de ses compatriotes chassés de leurs terres par les Saxons. Dans un premier temps, il se rend à Rome, puis à Ravenne. Son périple le conduit ensuite en Armorique, et plus précisément à Watt, puis dans notre presqu'île de Ruisse. Est-il séduit par nos côtes, qui lui rappelaient peut-être celles d'Iltut,
où il aimait se rendre pour se recueillir et méditer face à la mer. Toujours est-il que le chef breton Varroc Ier, sensible à son souhait de regrouper ses nombreux disciples, lui octroie l'une de ses terres, un ancien castrum romain, proche de la pointe de l'actuel Grand Mont. Gilda y construit un oratoire et fonde l'abbaye. Assez vite, le monastère prend de l'importance. Les moines développent une intense activité et les vocations se multiplient. Outre la prière, le défrichage des forêts, l'exploitation des marais littoraux pour y produire du sel, les cultures multiples dont singulièrement la vigne, et enfin l'enseignement des nombreux enfants qui affluent de tout horizon font partie de leur quotidien. Outre la formation des moines par la création d'un noviciat, Gilda va offrir à la jeunesse la possibilité d'entreprendre des études religieuses et profanes. Dès lors, les bases de notre commune sont fondées. Cette terre d'asile sera la dernière demeure de Gilda, qui s'éteindra à la fin des années 560. Son tombeau est visible aujourd'hui dans le transept nord de l'abbatiale. Pour autant, le monastère continue de prospérer. L'un de ses moines devient évêque de Vannes au IXe siècle. C'est également en 818 que, sous l'impulsion du roi Louis le Pieux, le monastère adopte, comme tous les monastères de France, la règle de Saint-Benoît. Ainsi, l'habitat de l'abbaye est-il considérablement modifié, notamment avec l'apparition des salles communes, dont le réfectoire, les salles d'études et de travail et les dortoirs. Mais hélas, au Xe siècle, les côtes de Bretagne subissent les invasions des Vikings, en 914 et en 919. Ces derniers ne cherchent pas tant à conquérir des territoires qu'à s'approprier des richesses. À cette fin, ils pillent entre autres les monastères. Nos moines sont contraints de s'enfuir, emportant avec eux ce qu'ils ont de plus précieux, à savoir les reliques des saints. Réfugiés à Déol, près de Châteauroux, ils y fondent un nouveau monastère.
XIe siècle, Geoffroy Ier, duc de Bretagne, et sa femme Avoise de Normandie, conscients de l'importance d'une communauté de moines, décident ainsi de redonner vie à des monastères abandonnés depuis les agressions vikings. À cette fin, ils sollicitent Gauzelin, père abbé de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, pour le détachement de quelques-uns de ses moines. Son vœu est exaucé. Félix, originaire de Cornouailles, est choisi pour conduire ce projet et rejoint Vannes, accompagné de 3 ou 4 frères. Mais la mise en œuvre d'une telle entreprise rencontre des difficultés d'ordre financier et Félix, découragé, décide de revenir à sa vocation première, vivre dans la prière et la contemplation au sein de son couvent. Il décide donc de retourner à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Au préalable, il fait étape à Bourges, où il souhaite informer de sa décision Gauzelin, récemment consacré archevêque. Mais ce dernier refuse, prescrit à Félix de retourner en Bretagne et pour le conforter, lui confère la charge de père abbé. Félix s'exécute en revenant à Vannes et entreprend la reconstruction du monastère de Saint-Gildas. De l'église et des bâtiments conventuels se poursuivent. Le 30 septembre 1032, l'abbatiale est solennellement consacrée par saint Judicaël, évêque de Vannes, au milieu d'un grand concours de fidèles et d'autorités. Ce jour-là, à la demande de Félix, les évêques présents procèdent à la translation des reliques de Saint-Gildas retrouvées sous l'ancien autel. Depuis lors et jusqu'à la Révolution, l'anniversaire de cette dédicace a toujours été célébré comme une des plus grandes fêtes du monastère. Durant cette période, sous la férule de Félix, les vocations sont nombreuses et un noviciat forme les jeunes qui se destinent à la vie monastique. De même, une nouvelle école accueille de nombreux enfants de toute la contrée. Félix gouverne sagement son abbaye et l'a fait prospérer jusqu'à son décès le 12 février 1038. Il sera inhumé dans le transept gauche de l'église, où se trouve toujours son tombeau. À cette époque, notre abbatiale devient un lieu de pèlerinage très important. Les foules nombreuses viennent se recueillir devant les reliques de Gildas, parmi lesquelles des infirmes, notamment des handicapés mentaux.
Plusieurs saints moines, tels qu'Éloane, Gingurien et Goustan, contribuent largement à cette époque au rayonnement spirituel du monastère. Attardons-nous un instant sur saint Goustan, puisqu'il est le saint patron de la paroisse. Né en 974, recruté par Félix à Ouessant, Goustan rejoint le monastère où il occupe des fonctions qui le mettent au service de ses frères. Vital, nouveau père abbé, successeur de Félix, lui confie la mission de se rendre à Beauvoir, en Poitou, pour y régler des problèmes intercommunautaires. Mais très âgé, il y décède le 27 novembre 1040. Sa réputation de saint attire les foules qui viennent le prier et faire des dons. Apprenant son décès, Vital se rend sur place et veut ramener le corps du défunt à Saint-Gilda, ce à quoi s'opposent les moines locaux. Il demande alors l'arbitrage d'Isambert, premier évêque de Poitiers. Celui-ci reconnaît le bien fondé de la demande de Vital. Le corps de saint Goustan est donc rapatrié à Saint-Gilda et prend place dans l'abbatiale. Notons que son tombeau est visible dans le transept nord. Brisé à la fin du XIXe siècle, la pierre tombale qui le recouvre est remplacée. À cette occasion, une équipe de médecins et de scientifiques examine les reliques et confirme les constatations antérieures rapportées par la chronique populaire, à savoir une blessure à un talon. Les autorités religieuses profitent de l'ouverture de son tombeau pour prélever quelques-uns de ses ossements et les déposer dans la châsse qui repose sur l'autel de la chapelle rayonnante. Le monastère poursuit sa marche en avant, mais au début du XIIe siècle, il connaît quelques difficultés liées, comme beaucoup de monastères à cette époque, à un relatif relâchement, mais aussi et surtout à des rapports tendus avec certains nobles locaux qui contestent ses droits de propriété. Le père abbé venant de décéder, les moines ont l'idée pour lui succéder de faire appel à l'un des esprits les plus brillants de son temps, lequel, à la suite de ses malheurs, a intégré l'ordre des bénédictins, Abélard. À l'unanimité du chapitre, il est élu père abbé de l'abbaye de Saint-Gildas de Ruisse en 1125, titre qu'il conservera jusqu'à sa mort. Mais son abbatiat, si l'on en croit ses lettres à Héloïse, ne sera pas un long fleuve tranquille, de telle sorte qu'au bout de 7 ans de ce ministère, il s'enfuit et finit par se réfugier au prieuré de Saint-Marcel, rattaché à l'abbaye de Cluny. En revanche, la présentation négative qu'il donne de la vie monastique à Saint-Gildas est aujourd'hui en partie contestée. Pour autant, la Révolution attribue son nom à la commune, laquelle lui a dédié récemment une rue. En
1189, la duchesse Constance, veuve du duc Geoffroy II, mort suite à un tournoi, vient visiter le monastère et assister à certains offices. Elle est édifiée par la piété et le comportement des moines, de telle sorte qu'elle multiplie les donations en faveur de l'abbaye et obtient le commune bénéficium, c'est-à-dire qu'à sa mort, on récite des prières et célèbre des messes comme pour un religieux du monastère. L'abbaye vit alors un siècle et demi de prospérité. Elle profite également de l'installation des ducs au château de Sussigny. Notre église abbatiale est à l'époque reconnue église ducale. C'est sans doute à ce titre que certains des enfants de Bretagne, décédés en bas âge au château, y sont inhumés, à partir du règne du duc Jean Ier le Roux. Avec les guerres de Cent Ans et de succession de Bretagne, la presqu'île de Rhuys connaît une longue période de troubles. Le monastère souffre de cette situation et sera pillé à diverses reprises. L'église et les bâtiments conventuels se dégradent. À ces dommages s'ajoutent les effets parfois néfastes de la mise en commande en 1516 de tous les monastères. Effectivement, au terme d'un édit royal de François Ier, et contrairement à la règle bénédictine, les pères abbés ne sont désormais plus élus par le chapitre, mais nommés par le roi. Ces nominations peuvent se faire certes en faveur d'un moine du monastère, mais aussi au profit d'une personnalité extérieure, claire ou profane. On devine aisément, au plan financier, toutes les dérives qui peuvent en découler. Il n'en demeure pas moins que pendant près de 2 siècles, les moines vivent dans des bâtiments très dégradés. On dit même que certains religieux, encore présents, sont contraints de s'installer chez l'habitant. C'est ainsi qu'aux environs de 1575, la nef centrale s'effondre. Les travaux de reconstruction ne débutent que dans la seconde moitié du XVIIe siècle, lorsque les moines bénédictins de Saint-Maur reprennent possession de l'abbaye et la rénovent, tant au plan spirituel qu'au plan immobilier. Le sort s'acharne sur l'abbatiale, puisqu'en 1666, la foudre endommage la toiture et abat le clocher à la croisée du transept. De nouveaux travaux sont entrepris à l'économie afin de refaire la toiture et la nef entre 1699 et 1705. Le bâtiment ne comporte plus alors de tour-clocher, sa nef devient plus courte et plus étroite, au même titre que la toiture y afférente.
À la Révolution, le monastère est abandonné, toutes ses dépendances et son abbatiale sont vendues au titre de bien national. Pillée, l'abbatiale sert notamment de parc à fourrage. Le premier consul Bonaparte signe en 1801 un concordat avec le pape Pie VII, au terme duquel le culte catholique est de nouveau autorisé. 3 ans plus tard, la commune rachète l'abbatiale qui devient l'église paroissiale. Le recteur Ledin, qui avait sauvé le trésor au péril de sa vie, en devient l'affectataire. En revanche, les travaux de restauration à entreprendre sont très importants et hors de proportion avec les capacités financières de la commune de Saint-Gildas. Une impulsion décisive va alors être donnée par les pouvoirs publics et va sauver cette abbatiale de la ruine. Il s'agit de la création, en 1835, à l'instigation du roi Louis-Philippe et de son ministre Guizot, d'un nouvel organisme d'État, l'administration des monuments historiques. La mission de ce dernier est de recenser les richesses architecturales de la France, mises à mal par la Révolution et les guerres de l'Empire, proposer leur classement et, sur cette base, retenir les plus significatifs qui seront alors déclarés monuments historiques. L'intérêt majeur de ce choix est que la restauration de ces édifices bénéficiera d'un financement par l'État. Nommé directeur de cette administration, le célèbre écrivain Prosper Mérimée entreprend alors son tour de France en vue du recensement de tous les édifices susceptibles de recevoir ce label prestigieux. Il vient à Saint-Gildas et, admiratif de l'architecture d'un roman très pur de l'abbatiale, propose et obtient en 1840 son inscription sur une première liste de monuments historiques. C'est là une grande victoire car les candidats, châteaux, cathédrales, monuments divers, étaient fort nombreux à l'époque. L'église, en forme de croix latine, mesure 55 mètres de long. Elle se compose de 2 parties distinctes. D'une part, le chœur, le transept, le déambulatoire et les chapelles rayonnantes, dont la construction première remonte à l'époque de Philips. Et d'autre part, la nef et la tour côté ouest, reconstruite à partir de la fin du XVIIe siècle, après destruction par la foudre. Notons que la nef actuelle est moins large d'environ 2 mètres
et que l'église à l'origine était prolongée côté ouest par un narthex en forme de tour. La hauteur sous voûte est précisément de 17 mètres, donc en parfaite cohérence avec la vitesse de propagation du son, ce qui explique les qualités acoustiques reconnues de l'édifice. Avec le développement des monastères, les prêtres, dénommés moines de chœur, étaient de plus en plus nombreux et n'étaient plus en mesure de célébrer l'office quotidien à l'unique autel de leur église. Afin de répondre à ce nouveau besoin, l'idée est alors venue d'y adjoindre des autels secondaires dénommés les chapelles rayonnantes. Au Moyen-Âge, les reliques des saints étaient exposées à la vénération des fidèles, soit derrière l'autel, soit dans une crypte. Dans notre abbatiale, elles étaient déposées derrière l'autel. Le déambulatoire constituait donc une voie de circulation qui permettait aux fidèles de contourner le chœur depuis les allées collatérales pour se rendre en ce lieu privilégié de prière et de recueillement. Des éléments montrent le caractère roman de notre église. Le chœur, avec ses voûtes en cul de four ou en berceau renversé, ses piliers cruciformes surmontés de chapiteaux ouvrés, le transept comprenant dans son bras nord 2 en feu où se situent respectivement les tombeaux de Saint-Félix et de Saint-Riotte, le transept sud avec un imposant retable baroque également classé monument historique et à l'origine positionné en appui des piliers ronds du chœur. Ce retable a été déplacé à l'initiative des monuments historiques à la fin du XIXe siècle. Relevons encore quelques particularités qui contribuent à donner à notre Église son originalité esthétique et historique. Les pères abbés du monastère étaient souvent enterrés dans le transept nord, tandis que des ducs de Bretagne avaient obtenu l'accord des moines que certains de leurs enfants soient inhumés dans le chœur. À la fin du XIXe siècle, les monuments historiques ont relevé les pierres tumulaires de ces tombes et les ont positionnées sur les murs nord et sud du déambulatoire, faisant de ce dernier une sorte de nécropole. Enfin, le trésor constitue un ensemble remarquable de pièces reliquaires, tant au niveau de la finesse d'exécution qu'au niveau de l'expression de la foi. Dans son ouvrage « Église et chapelle du pays de Ruisse », Raphaël Valéry le décrit comme l'un des plus importants de Bretagne et même de France.
revenir. ils ont fait une démonstration. Je sais pas si tu te souviens qu'il y a 2 ans, ce qui s'est passé, elle a montré comment elle avait les paysans étaient venus la reconstruire, et c'était les femmes qui descendent des fermes. Vous avez vraiment compris tout ça, c'est voilà, pour revenir. Bien sûr, bien sûr. Ouais, mais pour eux, ils sont venus de plein gré et tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait de nos...